Donc voici la couverture de la monographie que nous avons, Elia Pigeonnet et moi, consacrée récemment à l'œuvre de Rekicho. Mais donc je vais présenter aujourd'hui de façon un peu resserrée cette œuvre qui est complexe, mais en partant de l'œuvre acquise récemment par le musée des Sables d'Olonne. Il s'agit donc d'une peinture sur toile intitulée Arachnéa. Arachnéa à partir de Arachné, le nom de l'araignée, en grec en fait, d'après le grec. Dans les légendes que vous voyez, que vous allez voir à l'écran, CR avec un nombre ensuite désigne le catalogue raisonné consacré à Rekicho qui est apparu en 1973 et qui reste bien sûr un ouvrage de référence, même si certaines mises à jour sont nécessaires. Certaines de ces mises à jour, bien sûr, nous les avons faites, Elia et moi, pour la monographie. Donc, il s'agit d'une œuvre qui appartient à un ensemble intitulé par Rekicho lui-même Traces graphiques. Et vous voyez qu'il s'agit effectivement d'une peinture d'orientation très graphique. Le tableau est assez grand, 104 sur 148, ce qui permet de donner une respiration au tracé. Cet ensemble d'œuvres intitulées Traces graphiques s'est étendu sur quelques mois en 1957 et 1958 et il compte une quarantaine de tableaux. Une trentaine sont répertoriés dans le catalogue raisonné. En règle générale, le tracé apparaît sur un fond clair, uni, de toile ou d'isorel apprêté. La peinture est projetée ou appliquée en traînée saccadée avec un couteau à peindre ou d'autres outils qui permettent d'inscrire un rythme, une vitesse. On distingue généralement un effet de rayonnement depuis un centre ou un noyau plus ou moins étendu, plus ou moins marqué. Le noir, comme vous le voyez dans ce cas, domine, mais d'autres couleurs s'y mêlent discrètement. Dans ce cas, dans le cas d'Arachné, le bleu est la couleur qui apparaît. Aussi, vous pouvez aussi distinguer un peu d'autres traces de rouge, de marron. Ce rapport entre le noir dominant et une ou plusieurs couleurs se retrouve dans la plupart des traces graphiques. On peut même dire que c'est une des caractéristiques de l'ensemble. Je vous montre d'ailleurs deux détails donc de la trace graphique CR304 que voici. Autre détail, et puis l'œuvre entière. Ici, il s'agit, comme vous le voyez, d'une trace de 1957. Autre détail, et l'œuvre entière. Dans ce cas, comme vous le voyez, l'œuvre est très verticale. On peut penser à un fagot, à une gerbe ou quelque explosion végétale. Mais en fait, et ça c'est un point important, toutes ces suggestions qui renvoient plus ou moins au monde de la nature ne doivent pas nous conduire à chercher à tout prix une figuration derrière le travail du tracé. Ce qui domine, c'est une matérialité abstraite, une matérialité non figurative du tracé, avec des suggestions
des suggestions de la nature, disons. L'ensemble de ces tableaux témoigne d'une expérimentation menée à partir de moyens picturaux restreints. Requichot était très sévère avec lui-même. Il se laissait une grande liberté d'expérimentation, mais dans un second temps, il exerçait un choix très exigeant et il a détruit beaucoup. Il n'a conservé que ce qui lui semblait vraiment abouti. Donc c'est une œuvre importante, mais avec beaucoup de choses supprimées, disparues. Et vous allez voir d'ailleurs comment ensuite il a recyclé ces œuvres, détruites, disparues. Voici maintenant une des traces graphiques les plus colorées, avec cette ponctuation là du rouge, vous voyez, très, très visible. Et ça, un détail qui vous permet de saisir la matérialité de la surface peinte. Requichot s'est manifestement inspiré de Jackson Pollock. Vous voyez ici le number 1 de 49. Un tableau qui figurait dans la première exposition personnelle de Pollock à Paris en 1952, chez Paul Facchetti, au studio Paul Facchetti. Donc il s'est inspiré de Pollock, dont il a vu des reproductions, mais dont il a pu voir aussi des œuvres qui étaient régulièrement montrées à Paris. Pollock était accessible, l'œuvre de Pollock était accessible à Paris. Il s'est inspiré aussi de Marc Tobey et de Vols, qui a été considéré depuis la fin de la guerre, depuis l'après-guerre, comme la figure un peu dominante d'une tendance qu'on a appelée l'informel. Et vous avez ici une œuvre intitulée Manhattan de 48-49, qui est un des plus grands tableaux de Vols. Vols travaillait plutôt en petit format. Différents modes d'application de la peinture, notamment des coulures, du grattage, largement utilisés alors chez les peintres de la mouvance dite informelle, se retrouvent chez Requichot. Toutefois, et c'est un point important, il n'a pas souscrit à la logique de ce qu'on appelle le all-over. Le all-over, c'est-à-dire la peinture bord à bord, qui est apparue assez vite comme une caractéristique de l'œuvre de Pollock. Requichot ne couvre pas de façon égale et continue l'étendue du champ pictural. Le tracé, vous voyez, n'occupe pas toute la surface de bord à bord, loin de là. La densité se défait sur les bords jusqu'au vide dans lequel apparaît, vous le voyez ici, la petite signature. Vous voyez Requichot qui apparaît sur le fond vide de la toile, en bas à droite. On peut considérer l'ensemble des traces graphiques comme la contribution majeure de Requichot à la peinture gestuelle de l'après-guerre. Le champ pictural se présente comme la surface d'enregistrement d'une activité gestuelle. Pollock dont Requichot a pu s'inspirer, était très mobile. Nous le voyons ici dans son atelier de Long Island au travail, photographié par Hans Namuth. C'est une image célébrissime qui a participé à la légende de Pollock. Les traces... Requichot est aussi très mobile, mais pas, je dirais, de cette façon, pas à ce point. Sa mobilité est plus contenue.
je dirais qu'elle est au fond limitée au torse et aux bras. Mais chaque tableau est aussi et surtout un exercice de respiration. Je crois que c'est ce que l'on perçoit très bien en face de Arachnéa. La toile est une surface vibrante, une surface vivante. Et on pense, puisque Arachnéa évoque déjà la culture grecque, on pense au terme grec pneuma, qui désigne le souffle en grec et qui suggère une ambiance aérienne, un air, une respiration, et même une respiration cosmique. Même si évidemment le cosmique est toujours réduit en peinture. Un tableau, c'est du cosmique peut-être, mais du cosmique réduit, évidemment. Un peu comme la gestualité du peintre est réduite. Toutefois, le titre générique « trace graphique » est une désignation littérale, dénuée de toute suggestion métaphorique. Réquichot voulait en effet éviter le pathos et l'emphase de la mauvaise poésie. Il privilégie la dimension technique de l'expérimentation. La toile du musée des Sables est titrée, ce qui n'est le cas que de quelques traces graphiques. Comme souvent, quand Réquichot titre une œuvre, le titre est inscrit sur le support. Ici, il est inscrit en bas à droite. Arachnéa, bien sûr, je l'ai dit, renvoie à l'araignée, au travail de l'araignée, c'est-à-dire à la toile d'araignée. L'analogie saute aux yeux, et je dirais doublement. Il y a l'arrangement d'ensemble des lignes qui évoquent la forme de l'animal. Il y a aussi les traces de peinture qui dessinent une toile, un réseau, le réseau arachnéen. Or, ce motif du réseau, de l'emmêlement, voire de l'entremêlement, ou encore de l'intrication, traverse toute l'œuvre de Réquichot. Je signale ici que le motif de l'araignée et de la toile suspendue est récurrent dans l'histoire de l'art et de la poésie depuis la fin du XIXe siècle, mais est apparu en fait beaucoup plus tôt dans l'histoire de la culture euro-méditerranéenne. Et je vais me limiter ici à quelques exemples, je pourrais en donner bien d'autres. D'abord, dans un texte de 1907, le poète autrichien Hugo van Hofmannsthal décrit l'activité des poètes comme inconcevable et pourtant sourdement nécessaire. Et il écrit ceci: « Créer comme l'araignée qui tire de son propre corps le fil qui la porte par-dessus l'abîme de l'existence. » L'image était en fait apparue, l'image de Hofmannsthal était apparue quelques années plus tôt dans un poème de 1898. « Terrible est cet art. De mon propre corps, j'extrais, je tisse un fil, et ce fil tout ensemble est mon chemin dans l'air. » Là, vous avez l'image dans sa forme la plus resserrée. Il a une forme très forte, très expressive. De l'image de l'araignée, Hofmannsthal retient surtout, vous le voyez, la sécrétion du fil et le suspend dans le vide. Par cet effet de sécrétion, la séparation de l'œuvre est abolie. La séparation de l'œuvre est abolie puisque le poète tire son matériau de lui-même, de son propre corps. On pourrait dire que l'art poétique se fonde sur une conception éthologique. La toile d'araignée est l'image d'un milieu, mais d'un milieu très particulier parce que c'est un territoire
coextensif au corps propre. Cette représentation du territoire de l'araignée n'est pas explicite dans ces deux citations d'Hofmannsthal. Je parle bien du territoire. Mais elle était déjà active dans l'Antiquité grecque, comme en témoigne ce fragment attribué à Héraclite, qui n'est manifestement en fait pas d'Héraclite, mais qui lui a été très souvent attribué. De même que l'araignée se tenant au milieu de sa toile sent immédiatement qu'une mouche a brisé l'un de ses fils et court alors rapidement à cet endroit comme si elle souffrait de la rupture du fil, de même, l'âme de l'homme, lorsqu'une quelconque partie du corps est blessée, s'y précipite comme si elle ne pouvait supporter la blessure de ce corps auquel elle est solidement et harmonieusement liée. Mais, et je terminerai sur cette mention, cette rapide indication du thème de l'araignée, du motif de l'araignée, du modèle de l'araignée dans l'histoire de la poésie. L'imagerie arachnéenne de Réquichot fait surtout signe vers la poétique de Stéphane Mallarmé. Je précise que Réquichot écrivait lui-même, avait laissé une œuvre poétique et était un grand lecteur. C'était un artiste, en fait un intellectuel. C'était pas du tout le peintre, comment dire, dénoncé par Duchamp. Voilà. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Duchamp, et de l'attitude de Duchamp, qui lui-même se recommandait de Mallarmé. Vous voyez, donc on est dans tout un réseau là. Je ne peux pas le développer, bien sûr, aujourd'hui. Nous avons avec Elia, il y a maintenant une vingtaine d'années, consacré une exposition à la poétique mallarméenne, au développement de la poétique mallarméenne dans l'art moderne. Je me permets de vous y renvoyer. Donc, Mallarmé qui, en 1866, écrivait ceci à un ami poète. « Je venais de jeter le plan de mon œuvre entier après avoir trouvé la clé de moi-même, clé de voûte ou centre, si tu veux, pour ne pas nous brouiller de métaphores, centre de moi-même, où je me tiens comme une araignée sacrée sur les principaux fils déjà sortis de mon esprit et à l'aide desquels je tisserai au point de rencontre. » Ça, c'est très très beau, les points de rencontre. Les points de rencontre, c'est un peu le complément de ce qu'on a appelé les zones sensibles. Hein. Au point de rencontre de merveilleuses dentelles que je devine et qui existent déjà dans le sein de la beauté. Et j'attire votre attention aussi sur ce mot « beauté ». Ça a l'air de rien, mais là, il est très important pour Réquichot. Réquichot était attentif à cette dimension de l'expérience artistique qu'est la beauté, mais la beauté alors telle qu'elle est définie ici chez Mallarmé, hein, pas n'importe quelle beauté, une beauté en fait assez clairement inscrite dans l'histoire de la poésie de langue française. Tout jeune poète, il a 24 ans, comme Hofmannsthal en 1898, et comme Réquichot en 1953. Tout ça est quand même assez frappant, hein. Nous sommes dans une poétique élaborée par des jeunes gens, des gens qui sont au début de leurs 20 ans. Mallarmé projette son œuvre tout entier, comme une extension de lui-même dans de multiples directions. Entre l'œuvre singulière, sécrétée au jour le jour, et l'œuvre entière, c'est-à-dire la construction d'ensemble, le poète, l'artiste, s'accommode du disparate. Une autre trace graphique atteste l'importance de l'image de l'araignée chez Réquichot, confirme l'importance de cette image. Là, c'est celle-ci, Étoile d'araignée, de 1958. Et là, vous avez la rencontre de deux images, la toile d'araignée et l'étoile. Toile, étoile. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, la pensée d'un artiste pour qui le langage est important.
tout fonctionne aussi, au fond, à travers des jeux de mots. Des jeux de mots parfois très simples, hein, comme celui-ci, toile, étoile. Cette trace graphique est légèrement plus grande qu'Arachnéa. Ici, la métaphore cosmique, dont je vous parlais tout à l'heure, la dimension cosmique, la dimension de ce que j'appelle dans mon jargon le cosmique réduit, est explicite. On pourrait dire que ce motif du réseau, de l'emmêlement, voire de l'entremêlement ou de l'intrication, est un des fils, si je peux me permettre ce jeu de mots, de l'œuvre de Rekicho. Et un fil au sens du fil d'Ariane. L'allusion est peut-être un peu facile, mais elle s'impose. Tant l'œuvre est diverse et peut même sembler de ce fait labyrinthique. Au fond, on peut prendre un fil, suivre ce fil et faire défiler alors, comme il se doit, quelques images qui définissent le territoire poétique de l'artiste, et c'est ce que je vais faire maintenant. Voici un tableau très différent dans sa conception de ce que nous venons de voir. Un tableau antérieur de 1955, nous sommes là vraiment au début de l'œuvre de Rekicho, Mer semée d'étoiles. Le titre est très beau et l'image très suggestive quand on a à l'esprit ce titre. Rekicho joue ici ostensiblement sur les coulées de pâte. Cette œuvre appartient à un ensemble que l'on peut considérer comme le premier accomplissement du jeune Rekicho. Et voici des détails, des coulées de pâte qui évoquent un magma primitif et fourmillant. Ensuite, voici une œuvre de 56, donc l'année suivante, dont le titre, là encore, est extrêmement parlant et un peu étrange. Érotomachie, donc combat érotique, mais avec cette précision, abord névrotrique, cycle. La cycle, c'est dans le titre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une faute, bien sûr, sur le... Ah, Elia me dit que le cycle n'est pas dans le titre. Le cycle n'est pas dans le titre. Ah, quel dommage. Je trouvais formidable que le cycle soit dans le titre. Bon, je ne sais pas, malheureusement pas dans le titre. Donc, nous ne pouvons pas être absolument certains de ce fait que Rekicho ait été conscient de cette faute d'orthographe. C'est dommage. En tout cas, il y a cette faute d'orthographe sur névrotique. Donc c'est une erreur de graphie, c'est un trait d'humour aussi, qui correspond à un registre d'autodérision grotesque, qui est très présent dans l'ensemble de l'œuvre. L'emmêlement du combat érotique, l'érotomachie, tourne ici à ce qu'on pourrait appeler l'embrouille. On remarque en bas à gauche une double signature qui est assez formidable, vous voyez, qui est vraiment névrotrique. Vous avez la petite signature habituelle, hein, grise sur fond blanc, mais avec la date 1956. Mais vous avez aussi une autre signature, j'espère que vous la voyez, Rekicho, les trois syllabes du nom étant bien séparées, Rekicho, et traité au couteau, à la manière de l'enchevêtrement hérissé, buissonneux du motif. Je ne peux pas m'empêcher de penser, en voyant cette signature, à certains dessins de Victor Hugo, où son nom, comme ça, se déforme et se met à présenter comme ça une espèce d'aspect échevelé. Hirsute, etc. On retrouve encore le thème de l'étoile associé à un effet d'étirement et d'explosion dans une peinture sans titre de 1957, de petit format, puisqu'elle ne fait que 65 cm de haut sur 50 cm de large.
Mais la dimension graphique de l'imagerie arachnéenne apparaît encore littéralement et au plus près du matériau dans un ensemble important de dessins automatiques, d'inspiration fantastique, dont voici deux exemples. Ce dessin non titré de 1958, encre et gouache sur papier, et puis cet autre dessin également de 58, non titré, avec les mêmes procédés, l'encre, la gouache sur papier marouflé, en l'occurrence sur toile. J'attire votre attention pour ces deux dessins sur l'insistance du tracé en spirale, en boucle, continue, en anneau, spirale, boucle, anneau. Ça, c'est vraiment le langage, le vocabulaire graphique de Rikicho. Là encore, des moyens finalement très simples pour produire une grande force de suggestion. Et voici un détail avec ce que Rikicho appelait de l'écriture illisible. Vous voyez ces lignes comme ça, tremblantes, qui évoquent effectivement une écriture, mais une écriture bien sûr illisible. Ce thème de l'illisible est très présent dans l'œuvre, et plus particulièrement le thème de l'écriture illisible. Écriture, c'est-à-dire où le tracé, l'idée du tracé est comme d'habitude très nettement visible. Donc c'est du tracé visible, illisible. Vous voyez, visible, illisible, tracé, lisible, illisible. Évidemment, cet illisible, c'est l'insensé, et l'insensé qui peut être, en l'occurrence, analogue à l'abstraction. Ce fut, dans la culture des formes expérimentales du XXe siècle, cette expérience du visible et illisible, un terrain commun aux artistes et aux poètes. Dans cette pratique, Rikicho fut l'émule du poète et artiste Henri Michaud, mais aussi, comme je vous l'ai signalé, de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, qui l'associait d'ailleurs toujours, il y aurait beaucoup à dire sur ce point, c'est très passionnant, qui l'associait à Rimbaud. On connaît 7 textes rédigés en écriture illisible, dont 5 lettres adressées à divers acteurs du monde de l'art, un marchand de tableaux, un encadreur, etc. Et l'une de ces lettres est dite « lettre d'insulte ». La voici, elle est évidemment illisible. Je clôt maintenant cette première séquence sur une grande toile de 1960. Donc on est là vraiment à la fin de l'œuvre, mais vous voyez, Rikicho reste quand même avec cette œuvre à l'intérieur du langage qui s'est mis en place autour de 1955. Le tableau d'assez grand format s'intitule, c'est un très beau titre, « Ciel prolifique ». Ce ciel prolifique occupe tout le champ pictural. Pour le coup, ici, bord à bord. Je vous ai dit qu'il ne pratiquait pas le bord à bord systématiquement, mais il le pratique parfois. C'est quel cas ici. Ce qui est assez logique entre nous pour le ciel, pour une image du ciel, parce que justement le ciel, il est toujours, il est sans limite, sans bordure, et donc il faut transcrire en peinture, ça donne du bord à bord. Mais on perçoit le flux clair d'une grande coulée diagonale entre deux nébuleuses verdâtres dans les angles, en haut à gauche et en bas à droite. L'adjectif prolifique évoque une heureuse prolifération. Mais au vu de ce ciel si chargé, on ne peut s'empêcher de penser à une expérience d'encombrement, voire d'obstruction. Rikicho s'est suicidé en décembre 1961. Il avait 32 ans, interrompant ainsi une entreprise prolifique et une œuvre qui avait effectivement proliféré. Il était
évidemment conscient d'un risque de dispersion et d'éclectisme. Entre 1955 et 1957, il mit en place l'ensemble des orientations qu'il suivit jusqu'à la fin de sa vie et de son œuvre. Il s'était même donné une sorte de taxinomie en donnant des noms, des titres à ce qu'il considérait à juste titre comme des inventions. Les traces graphiques sont l'un de ces groupes et l'une de ces inventions. Pour simplifier, je dirais qu'on peut distinguer 5 autres groupes principaux. D'abord, les reliquaires. En voici un de 55-56, donc les reliquaires interviennent très tôt, vous voyez. Ce sont des caisses remplies d'objets trouvés couverts de peinture. Ici, le reliquaire à l'œil de Pan, 3 plumes de Pan entourent une vertèbre de bœuf sans doute, couverte de peinture, qui peut évoquer un corps crucifié. Hein, reliquaire. Le mot indique bien, nous invite à cette association. Des racines, des morceaux de toile enduite froissée et des agglomérats de peinture forment une rocaille miniature dans une ancienne boîte à peinture. Réquichot a réalisé au total, entre 1955 et 1961, une dizaine de reliquaires, dont le plus grand et le dernier mesure 2 mètres de haut. L'armoire de Barbe Bleue. Les premiers petits reliquaires évoquent les crèches chrétiennes de Noël avec un supplément de pathos. Ils ont valu à Réquichot une réputation un peu sulfureuse. Un certain nombre de critiques de l'époque n'ont pas apprécié du tout ces choses-là. Vous trouverez tout le détail dans le livre, dans notre monographie. Ce sont effectivement dans l'œuvre de Réquichot les objets qui témoignent le plus d'une imprégnation, je dirais, de la lamentation biblique transformée par quelques goûts pour les fétiches et les rites sanglants. On peut penser, pourquoi pas, au rite du vaudou haïtien. Le reliquaire des rencontres de campagne, et rencontres de campagne, c'est une indication très importante, de 1960-61, contient des plumes, des coquilles d'escargot, des ossements, des racines ou des branches. Il est assez paisible au fond. Mais le MNAM conserve un autre grand reliquaire, plus sombre, assez gore. Il évoque un écorché, un corps ouvert. Voici donc la maison du manège endormi. Très beau titre là encore, avec un détail ici, où l'on voit une mâchoire de cheval. Vous distinguez bien les dents qui émergent des tortillons de peinture. Donc ça, c'était les reliquaires. Deuxième ensemble, les dessins de spirale, dont nous avons déjà vu 2 exemples. Je rajoute maintenant ce dessin non titré de 1957. La spirale, c'est quoi? C'est évidemment, alors là encore, comme pour l'image de l'araignée tout à l'heure, le thème de la spirale remonte à la plus lointaine antiquité. C'est un thème la spirale, c'est une forme géométrique qui a hanté vraiment toutes les cultures depuis des temps très anciens, voire préhistoriques. La spirale, c'est évidemment une forme de progression géométrique qui permet de franchir la clôture du cercle. C'est ça le point important dans, je crois, l'imaginaire de Réquichot. C'est au fond pour Réquichot, et je le cite, un cercle ouvert vers un développement infini. Un cercle ouvert vers un développement infini. Ou encore, je le cite de nouveau, le sens unique de la spirale a pour raison le temps.
fil conducteur de la vie sensible. Ces deux citations sont extraites d'un journal sans date de Reikisho qui a été publié dès les années 1970 et qui a d'ailleurs été très important, je dois le dire, dans ma propre découverte de l'œuvre de Reikisho. J'ai toujours considéré Reikisho à la fois comme un artiste et un auteur, un écrivain. Troisième ensemble que l'on peut rattacher d'ailleurs au principe de la spirale, les sculptures d'anneaux. Alors, une seule vraiment a été aboutie, parce que c'était un travail de fou de faire ça, donc par ailleurs on en a des petits fragments, mais vous avez ici le reliquaire d'anneaux qui a été vraiment abouti dans sa forme un peu monumentale, c'est pas le mot, mais disons sa forme un peu vaste, un peu comment? Ample, voilà. Le titre est un exemple de poésie concrète. Reikisho connaissait bien l'œuvre d'Artaud. Il y aurait beaucoup à dire sur les rapports d'ailleurs Reikisho-Artaud. Nekong Tanten Tankmana, ça évoque évidemment les glossolalies entre guillemets d'Antonin Artaud. Il a travaillé sur cet objet près de 3 ans, de 1959 à 1961. Imaginez le travail que ça représente, ce type d'assemblage. Le titre procède de la poésie sonore, encore une fois, ou concrète, ou encore, comme le titre l'indique, des glossolalies, pratiquées donc par Artaud, comme je l'ai signalé, mais aussi par un autre artiste, écrivain, dont je ne saurais trop vous recommander l'œuvre, qui est François Dufresne. Le merveilleux artiste François Dufresne, qui fut à l'époque sans doute le plus brillant représentant de la poésie sonore dans le sillage, bien sûr, d'Antonin Artaud. La sculpture est spectaculaire et au fond sans équivalent dans l'art de l'époque. Et j'attire votre attention sur ce détail de l'œil, un petit fragment découpé dans un magazine qui suffit à transformer tout cet assemblage en une créature fantastique. Quatrième ensemble, les tableaux collages, avec prélèvement de peinture. Prélèvement est un terme de Reikisho. C'est une des veines les plus prolifiques de Reikisho, avec les traces graphiques. Reikisho, comme je vous l'ai dit, détruisait beaucoup, y compris qu'il disposait par là même d'un stock facilement renouvelable de fragments de peinture. Et de ces fragments de peinture, il décida de faire des collages. Prélèvement désigne donc des morceaux de peinture prélevés sur des tableaux condamnés. Une très belle petite peinture de 1956, l'une des premières réalisées avec ce procédé, est titrée, avec là encore beaucoup d'esprit, les titres de Reikisho sont vraiment toujours très intéressants, Dictionnaire de demi-choses. Dictionnaire de demi-choses, c'est très beau, non? Dictionnaire de demi-choses. Les formes de ce dictionnaire, comme celles des œuvres apparentées, évoquent la bande dessinée. Sur ce point, Reikisho est très proche d'un autre artiste qui était représenté aussi dans la galerie de Daniel Cordier, qui est Øyvind Fallström. Et je me permets de vous renvoyer au livre au catalogue de l'exposition que nous avions avec quelques amis consacrés à Reikisho. Fallström. Il y a eu des échanges entre Reikisho et Fallström. Les formes de ce dictionnaire, comme celles des œuvres apparentées, donc évoquent la bande dessinée. Mais comme l'indique le titre, il s'agissait pour Reikisho de se doter d'un vocabulaire de fragments mobiles. Et là, vraiment, c'est là que la proximité avec Fallström joue à plein, sur cette idée d'un vocabulaire de forme mobile. Fallström, d'ailleurs, travaillait à partir d'un dictionnaire de forme. Là encore, allez voir dans le livre, il y avait toutes sortes
d'exemple de la chose. Le terme demi-chose évoque un imaginaire du germe, de l'embryon, très présent dans l'ensemble de l'œuvre. Et vous avez ici une œuvre représentative d'un petit ensemble de tableaux qui sont encore aujourd'hui assez méconnus. Aucun, à ma connaissance, n'existe dans les collections publiques. L'embryon d'Ébonnaire de 1956 sont des huiles au couteau, vous voyez, sur une toile apprêtée, et le fond présente cette espèce de qualité comme ça, de beige, de crème beige, vous voyez, un peu, qui peut évoquer même aussi quelque chose d'un peu anal. Hein, bon, et cette dimension est présente chez Riquichot. Cet imaginaire de l'embryon, du germe, a évidemment pour revers une angoisse de l'inachèvement, du non-accomplissement. Le petit tableau là sur carton, avec prélèvement tracé et coulure, préfigure un ensemble d'images plus ambitieuses, mais aussi plus angoissées, supposées traiter de la guerre des nerfs. Et cette expression « guerre des nerfs » a été, pour Riquichot, est un fil, là encore, imaginaire dans l'œuvre de Riquichot. Le MNAM, le Musée national d'art moderne, donc Beaubourg, conserve un magnifique tableau-collage de 1957, composé de divers prélèvements, combinés avec des tracés en spirale, qui est intitulé justement « Épisode de la guerre des nerfs ». C'est un agglomérat de peintures en gouttes, flaques, coulures, greffes de fragments déjà peints, morceaux de toile déchirés, tracés spiralés et jetés, qui constituent un ensemble morphologique, tellurique, éruptif, non sans humour, bien sûr, humour. On lit dans le journal sans date, je cite, « Observation sur l'acte. Je peins avec mes nerfs, mes dents, mes griffes. Je voudrais mordre et détruire. Je me crispe. » Ça, c'est le côté nerveux, hein, voilà, névrotique. Hein, voilà. Cinquième section, ensemble, pardon, pas section surtout pas, ou groupe, les collages de papier choisis. Et je vous montre ici deux exemples. Ici, un long texte à gauche que vous pourrez peut-être déchiffrer ultérieurement. Je ne peux pas la rentrer dans l'analyse de ce texte, mais qui est assez caractéristique de cette écriture du non-sens, hein, des jeux de mots frénétiques, hein, auxquels s'est livré Riquichot. Voici un exemple, un détail. Ces collages combinent des fragments d'illustrations de magazines découpés et collés sur panneaux peints avec rouleaux de peinture. Le principe, vous voyez, est au fond très analogue à la poésie concrète. Et c'est pourquoi nous avons fait ce parallèle. Ici, vous voyez le travail très élaboré de découpe et de collage des fragments de manière à créer de nouvelles continuités organiques et ornementales, aussi dénuées de sens et riches d'évocation que les textes de poésie concrète. Je reviendrai sur les papiers choisis pour clore cette présentation. En tout cas, à toutes ces expérimentations plastiques, ces 5 groupes-là que je viens de distinguer, s'ajoute, j'insiste, un travail d'écriture. Et vous avez ici la couverture du livre des écrits de Riquichot, paru en 1973, la même année que
catalogue raisonné. Et l'œuvre reproduite en couverture, c'est le texte de présentation que Réquichot a rédigé pour l'exposition chez Daniel Cordier en décembre 1961. Une exposition qui était très ample, qui était vraiment l'exposition d'un artiste qui arrivait à sa maturité. Hein. C'était une exposition assez somptueuse. Et Réquichot se suicide la veille de l'exposition. Donc, je vous laisse imaginer tout ce que cela peut signifier. Cela dit assez clairement, entre autres choses, un suicide dit toujours beaucoup de choses, bien sûr, mais cela dit combien il était réticent à exposer, réticent à s'exposer, je dirais même, à se produire en public. Dans un texte intitulé « Circulaire aux amateurs », un texte non daté, il avait écrit ceci. « Vos appréciations, vos mépris et vos éloges me paraissent des intrus qui perturbent et malmènent la genèse, l'inquiétude, la perception délicate du mental où quelque chose germe et tente de croître. » Voilà. Vous voyez l'importance du germe, de la croissance, etc. Et les autres empêchent ce travail. Vous voyez ? Alors, ce pathos, bien sûr, c'est un pathos existentiel, on pourrait même dire existentialiste, mais qui en fait se retrouve à l'époque chez d'autres artistes. Hein. Sachez quand même qu'un Yves Klein ou un Manzoni meurent à peu près au même âge, qui sont d'ailleurs strictement contemporains de Réquichot, meurent au même âge. Hein. La difficulté reste, vous devez le percevoir, de comprendre la cohérence d'une activité pareille, d'une activité aussi multiforme. Comme vous le savez, les historiens d'art ont tendance à chercher à tout prix la cohérence. Donc là, en l'occurrence, le travail est un peu difficile, parce qu'il y a une œuvre extraordinairement rapide, courte et extraordinairement diverse. Quelle est l'unité, en fait, de tout cet ensemble hétérogène? L'unité, tout simplement, tient à la personne de l'artiste. Nous sommes là devant une œuvre, évidemment, chargée d'intérêts très subjectifs, très personnels, idiosyncrasie. Une œuvre qui est l'invention d'une biographie. Pas seulement une autobiographie, mais l'invention d'une biographie. Et d'une biographie entravée. D'une biographie qui n'aboutit pas, mais qui laisse des traces et une œuvre. Dire, cela dit, que l'œuvre renvoie à la personnalité de l'artiste, je vous l'accorde, est une évidence qui ne résout pas la difficulté. Réquichot était né en 1929. En 1955, il avait 26 ans. 29 ans en 1958. Donc c'est un jeune artiste. Et il s'est suicidé en décembre 61. Encore une fois, c'est une biographie artistique, courte et intense, comme il y en eut d'autres à l'époque. C'est même une caractéristique de l'époque. L'œuvre résiste à toute catégorisation. Et Réquichot fut mal compris de son époque. Là encore, je vous renvoie au livre où vous verrez les citations, vous verrez la difficulté de la réception de l'œuvre de son vivant. Mais, donc, comme je vous l'ai indiqué, il n'a au fond rien fait pour se rendre accessible. Peut-être même au contraire, il souhaitait être inaccessible, d'où les écritures illisibles. Son activité d'écrivain témoigne très clairement, plus clairement peut-être que l'activité artistique, de cette recherche d'une incommunication, de l'incommunicable, par la pratique du non-sens. L'abord de l'œuvre appelle une double approche, historique, ou mieux, historico-critique, et psychobiographique.
je privilégie aujourd'hui, pour cette brève présentation, l'approche psychobiographique. Encore une fois, vous trouverez dans le livre un exposé détaillé du contexte de la réception critique par rapport à laquelle Reikisho, comme le fait tout artiste, s'est situé. Tout artiste est obligé de se situer par rapport à une réception critique. Voilà. On peut définir Reikisho de manière un peu massive ou schématique comme un artiste caractéristique de la période 1945-1967, c'est-à-dire d'une période qui s'est développée entre l'informel et le pop art. Une œuvre résume à elle seule cette position, je dirais de manière magistrale et probablement aussi programmatique, comme l'indique là encore le titre. Il s'agit de cette œuvre, usine de conversion des déchets informels. Là encore, le titre est drôle. L'artiste, Reikisho était un artiste de l'humeur et de l'humour, encore une fois, comme je l'ai déjà dit. Le médium pictural n'est plus l'huile appliquée au pinceau, mais une peinture synthétique étalée avec une pelle de cheminée. Le geste, d'où la largeur des traces. Le geste de l'abstraction lyrique est systématiquement réifié, c'est-à-dire réifié, c'est-à-dire transformé en chose, le processus de réification. Dans réifier, vous avez res, la chose. Reikisho fut sans doute l'acteur principal, méconnu encore, d'une dérive de l'abstraction lyrique via l'informel vers une nouvelle forme de fantastique grotesque. Nous avons choisi de reproduire sur la couverture du livre un détail du plus grand collage de papier choisi. La moisson des fourmis buissonnières. Et vous voyez ici l'œuvre avec ses trois laits, telle qu'elle est aujourd'hui visible dans le salon de collectionneurs allemands. Les Allemands, ce sont d'ailleurs collectionneurs et musées intéressés à Reikisho de son vivant, et parfois en percevant parfois mieux son œuvre peut-être que la critique française. J'attire votre... donc ça c'est l'œuvre telle qu'elle est aujourd'hui visible. C'est une œuvre, donc, vous voyez, qui présente une évidente qualité ornementale décorative aussi. Reikisho est un grand artiste de l'ornement, de l'expansion ornementale. Là, cela se vérifie. Et là, vous voyez l'œuvre frontale. J'attire votre attention sur le détail de la feuille verte à gauche, qui contraste avec la tonalité brunâtre des grappes et agglomérats de cellules. Oh, mais encore une fois, j'insiste, tout cela est fait à partir de découpes de magazines. Il achetait par exemple où il se faisait donner un numéro de magazine en je ne sais combien d'exemplaires, et il découpait dans chaque exemplaire une forme, un motif, qu'il répétait ensuite dans les toiles aussi longtemps aussi souvent qu'il avait d'exemplaires à sa disposition. Voilà. Et donc vous imaginez le travail de fou. Enfin, il y a un côté très obsessionnel chez cet artiste, comme d'ailleurs chez Fallström. Là encore, c'est un point commun. Fallström est des artistes les plus obsessionnels, les plus exubérants et obsessionnels en même temps de cette période. Et ça se retrouve chez Reikisho. Je voudrais dire que c'est des tendances auxquelles j'attache une certaine importance. Cette pratique des papiers choisis a confirmé l'alternance du plein et du vide qui scande tout l'œuvre et lui donne son souffle, son étrange respiration. Le registre du plein est représenté surtout par les reliquaires et il tente à la saturation. Mais l'autre registre, le registre, disons, du vide, se rattache
à l'espace aéré du tracé, tel qu'il apparaît dans les traces graphiques arachnéennes. Cette tendance caractérise la moisson des fourmis buissonnières, mais aussi l'ossuaire du matin forestier. Ossuaire du matin forestier, hein, avec là encore la rencontre, hein, la vie, la mort, hein, le matin, la naissance du jour, mais l'ossuaire, hein, ossuaire du matin forestier. Tout cela se passant en forêt. Ossuaire du matin forestier, c'est un titre merveilleux pour, là encore, saisir l'imaginaire l'imaginaire contradictoire de Rikicho. Malheureusement, je ne peux pas vous en montrer de reproduction parce que je n'en ai pas d'image d'assez bonne qualité. Mais vous le trouverez dans le livre, je crois. Les deux collages sont réalisés avec des fragments découpés dans des papiers de garde. Les papiers de garde, vous savez ce que c'est? C'est ces papiers qui servent à la couverture des livres, hein, au dos des couvertures de livres, entre autres. Et c'est un matériau que Rikicho avait découvert en 1957. Parler, par exemple, de ready-made à propos de cet homme me paraît un peu exagéré, mais il est un fait que comme je vous l'ai dit, Rikicho connaissait bien l'œuvre de Duchamp. Moisson des fourmis buissonnières, ossuaire du matin forestier, les deux titres évoquent les réminiscences de la campagne où Rikicho avait passé son enfance. Il n'était pas heureux à Paris et se sentait encombré de son corps d'adulte. Évidemment, il n'était pas le seul dans ce cas. Tous ceux et celles qui l'ont connu, que nous avons rencontrés pendant la préparation du livre, nous ont signalé son goût du jeu et sa facilité à communiquer avec les enfants, alors qu'il se défiait des conventions qui régissent et grèvent le monde des adultes. Voici maintenant, oui, ça c'est la fameuse feuille dont je vous parlais, et voici maintenant un autre collage de 1960 qui est conservé à Saint-Étienne, au musée de Saint-Étienne. Une œuvre, là encore, extraordinaire, de très grand format, hein, 2,45 m de long. Vibrosko Ménopatov. Alors, tout le monde croit que c'est du non-sens, que c'est là encore une éjaculation de poésie concrète. En réalité, c'est l'invention, c'est un calembour, et là, une invention d'un personnage, d'un enfant, d'André Gide, dans Les Faux Monnayeurs, de 1925. L'expression est énigmatique, pour le moins, mais on peut assez facilement la décomposer. L'expression complète, dans le roman de Gide, c'est « Vibrosko Ménopatov, blaf, blaf ». C'est la création d'un jeune garçon, Boris Lapérouse, qui fuit la communication et qui finit d'ailleurs par se suicider. Il a une charmante compagne de jeu, Branja, qui lui a proposé de faire une balade et il lui répond par cette formule énigmatique. Elle lui propose d'aller se balader et il lui répond « Vibrosko Ménopatov, blaf, blaf ». Donc évidemment, elle ne comprend pas. Elle lui dit « Bah oui, c'est fait exprès pour que tu ne comprennes pas ». Et elle dit « Mais quel intérêt ?» Et là, il lui dit « Bah si, parce que on pourrait d'ailleurs y jouer ensemble et inventer comme ça une sorte de langage qui nous serait absolument propre, inaccessible aux adultes. » Vous voyez, l'idée d'une communauté secrète de l'enfance, inaccessible aux adultes. Là, c'est vraiment une clé de l'œuvre, une clé secrète, psychocritique bien sûr, de l'œuvre de Rikicho.
Le mot valise, c'est un mot valise, hein, vibroscope ménopatov, est composé de vibroscope et de monopathe. La désinence en off, introduisant un accent de dérision, mais signalant aussi une origine russe. Parce que Gide, en réalité, s'était inspiré d'un fait divers de 1909 qui rapportait le suicide d'un jeune garçon. Mais, un jeune garçon qui s'appelait Nini, dans une salle de classe à Clermont-Ferrand. Mais Gide s'était également inspiré d'un cas d'enfant onaniste d'origine russe rapporté par une psychanalyste dont il existe d'ailleurs l'équivalent dans le roman. D'où la mention d'un vibroscope avec désinence russe. Requichot a beaucoup lu Gide, beaucoup lu Valéry et Gide, c'est-à-dire deux disciples, surtout Valéry, de Mallarmé. Hein. Et il a lu Gide avec, bien sûr, un intérêt tout particulier, et notamment ce roman Les Faux monnayeurs. Le tableau, vibroscope-ménopatov, plutôt euphorique, se situe, disons, dans la veine claire et expansive de l'œuvre, distincte donc des reliquaires contemporains. L'image globale évoque une farandole échevelée qui répond sur un mode plus enjoué à l'effet de masque fantastique de Loucha Coupé. Loucha Coupé, hein, vous entendez donc le mixte, l'hybride du loup et du chat, mais coupé, hein, donc la coupure qui étant bien sûr la base du collage. Le motif principal de vibroscope ménopatov, motif au sens ornemental du terme, je vous parlais tout à l'heure de la qualité ornementale de l'œuvre de Requichot, c'est tout à fait évident dans cette œuvre. Ornement et fantastique. Mais ornement et fantastique, on le sait, hein, et on sait depuis les travaux extraordinaires de Jurgis Baltrušaitis, je ne sais pas si Requichot les a connus, que les deux choses sont très étroitement liées dans toutes les cultures. Hein. L'ornement et le fantastique vont ensemble. Et chez Requichot, c'est tout à fait... J'attends toujours d'ailleurs une exposition un jour sur les rapports entre ornement et fantastique, car figurez-vous, cette exposition n'a jamais été faite. Et Requichot y aurait une place tout à fait, à mon avis, importante. Le motif, le motif principal, motif ornemental et fantastique de vibroscope ménopatov, c'est un chien à poils longs. Je crois que vous l'avez, j'espère, reconnu, le type Yorkshire. Mais combiné avec un autre motif que vous voyez ici, qui est un accessoire de maroquinerie. Et vous voyez ici la répétition du même motif indéfiniment, puisque Requichot disposait de la même image découpée dans X magazines. Finalement, le mot encombrement est au fond une clé de la psychologie de Requichot. Encombrement et libération aussi. Au fond, vous savez, l'art moderne, c'est largement défini par un projet de désencombrement. Désencombrement par rapport à l'encombrement de la culture bourgeoise. Et Requichot, de ce point de vue-là, est un artiste parfaitement moderne. Hein, il était d'ailleurs d'une origine bourgeoise, et d'une origine bourgeoise assez lourde, avec une tendance comme ça à la glorification militaire, etc. etc. Une famille traditionnelle, une famille de bourgeoisie traditionnelle. Et donc, une recherche du désencombrement. Hein, c'est un mot important, désencombrement, dans l'imaginaire de l'art moderne. Il n'est pas le seul artiste, ni le premier, qui ait cherché à répondre par le collage à la surcharge des images produites par les médias. Et surcharge qui vient en quelque sorte s'ajouter à la culture, au poids de la culture traditionnelle. Vous voyez,
Donc d'une certaine façon, tous, nous, et toutes, nous sommes exposés à un double encombrement. Et il s'est emparé du matériau photographique des médias pour produire cette imagerie fourmillante, exubérante, qui oscille en permanence, je dirais, entre le grotesque et l'extase. Mais voyez, entre le grotesque et l'extase, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la beauté, le champ de la beauté, et le champ du plaisir esthétique. Et ça, c'est Rétichaud. Voilà, merci.